Merci, bonsoir chers collègues. Oui, une intervention sur ce plan donc santé et ces actions, pour revenir sur les actions de l'année 2021 et sur le bilan de ces actions, parce que c'est quand même un enjeu extrêmement important et pour notre groupe c'était fondamental de pouvoir intervenir sur ce sujet. Et de pouvoir aussi poser un certain nombre de questions ou de pistes d'amélioration, de propositions d'amélioration pour les années qui vont suivre. On sait que les déterminants en matière de santé sont assez mauvais sur notre territoire, notamment en ce qui concerne la santé environnementale. C'est aussi lié à des facteurs sociaux, puisque les inégalités sociales, on le sait, se font aussi au détriment de la santé des plus modestes. Et donc d'abord saluer le travail et les axes de travail qui sont mis en place depuis plus d'un an, mais aussi je voulais poser essentiellement deux questions de fond, ou en tout cas deux sujets sur la table. Dans le rapport sur la question de la santé des femmes, on parle essentiellement de la précarité menstruelle, qui est un enjeu important. Aujourd'hui, il y a encore une étude qui a montré que quasiment la moitié des étudiantes qui avaient été sondées dans le cadre de cette étude disaient devoir choisir régulièrement entre faire leurs courses pour se nourrir et pour acheter des protections hygiéniques. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important pour les femmes aujourd'hui. Dans le cadre de la stratégie en matière de santé, il y a des actions qui aujourd'hui sont mises en œuvre, notamment par le biais du réseau Santé Précarité. Moi, je me pose vraiment la question de savoir s'il ne serait pas temps de disposer des distributeurs dans l'ensemble, dans une grande partie en tout cas, des lieux qui accueillent du public dans nos collectivités, dans les mairies et dans les guichets aussi de la métropole, en tout cas dans les espaces qui sont gérés aujourd'hui par la métropole. Il y a aujourd'hui des acteurs privés qui le font, notamment des bars, des établissements de commerce. Je trouve que ça serait un geste fort pour une métropole comme la nôtre d'instaurer finalement cette gratuité qui aujourd'hui n'est pas acceptée ou n'est pas mise en œuvre par les pouvoirs publics, alors même qu'il s'agit d'une question de santé et de droit fondamental. Et on sait à quel point ça met en situation extrêmement compliquée les femmes les plus précaires, et je pense notamment aux femmes sans domicile. Et donc voilà, plus on permet un accès large et facile à ces protections hygiéniques, et bien mieux on peut répondre à leurs besoins fondamentaux. Mais je souhaitais aussi parler de la question des maladies cardiovasculaires, parce que en fait, aujourd'hui, on le sait assez peu. Aujourd'hui, on est en octobre, donc c'est le mois Octobre Rose sur la prévention du cancer du sein, qui est une maladie qui est très identifiée aujourd'hui comme facteur de risque pour les femmes. Or, on a en France, quand on est une femme de plus de 55 ans, 8 fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou de ses conséquences que du cancer du sein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire moins de prévention sur la question du cancer du sein, évidemment, mais qu'il faudrait en faire davantage sur cet enjeu des maladies cardiovasculaires qui sont très mal prévenues chez les femmes, très mal détectées parce que les symptômes ne sont pas les mêmes que les hommes, mais aussi parce qu'il y a ce préjugé que les femmes y seraient moins soumises que les hommes. Or, c'est faux, et c'est de plus en plus faux parce que les comportements des femmes évoluent, mais aussi parce qu'elles ont des facteurs de risque importants, notamment liés à la grossesse, à la contraception et à la ménopause. Et donc, je pose la question de savoir si des actions sont prévues sur ce sujet qui me semble vraiment très important si on veut agir sur ces déterminants un peu spécifiques de la santé des femmes. Et puis un deuxième enjeu qui est la question de la qualité de l'air qui est évoqué effectivement dans ce rapport, avec un projet intéressant avec Santé publique France qui vise à en fait obtenir un état des connaissances sur l'état de l'air sur notre métropole, dont on sait qu'il est très pollué, ça a été rappelé ce soir, effectivement par l'activité et par la voiture, pour à peu près, si je ne me trompe pas, 25% de notre pollution de l'air, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. On pourrait parler de l'industrie sur notre territoire qui évidemment pollue beaucoup. On peut d'ailleurs poser la question dans ce contexte de forte pollution de l'air de l'opportunité de développer fortement, comme c'est une intention qui est a priori affichée, les croisières de tourisme et donc l'installation d'un certain nombre l'arrivée en tout cas de paquebots en plus grand nombre sur notre territoire. Et puis, de notre point de vue, finalement, ce travail sur la qualité de l'air pourrait et devrait s'étendre à l'ensemble des milieux naturels. C'est d'ailleurs notre demande récurrente sur la question de la création d'un institut éco-citoyen qui vise à analyser et à mettre en place en tout cas à obtenir et à faire émerger des
données scientifiques beaucoup plus extensives que celles dont on a aujourd'hui que celles que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Là, on fait ce travail-là, on commence à faire ce travail-là de manière ambitieuse sur l'air, mais des événements récents et des révélations récentes sur, par exemple, la présence de polluants éternels dans l'eau, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un article de Mediapart, je crois, et puis aussi d'autres sources sur la métropole, probablement d'ailleurs liées à cet accident de Lubrizol, devraient nous amener aussi à faire ce travail-là de manière plus forte sur la question de l'eau et sur la question des sols. Il y a une étude récente qui a été menée par l'Association des sinistrés de Lubrizol qui a révélé la présence d'un polluant qui s'appelle l'atrazine, qui est un insecticide interdit depuis 20 ans, mais qui est encore présent dans nos sols a priori, puisqu'il a été présent chez plusieurs enfants, de nombreux enfants de cette cohorte. Donc en fait, il est temps que nous disposions de données beaucoup plus précises aussi sur l'état de l'ensemble des milieux, parce que ce sont des facteurs très importants en matière de santé, et qu'il nous semble que cette démarche finalement qui va dans le bon sens concernant la qualité de l'air pourrait être étendue par le biais d'une stratégie spécifique ou d'une organisation spécifique qui pourrait être l'Institut éco-citoyen, qui pourrait être autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a se poser la question. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur la question de la zone à faible émission. On ne peut pas se limiter à l'enjeu de la voiture. Il faut absolument qu'on agisse aussi sur les autres déterminants. Pour ça, on a besoin de davantage de connaissances. Et je rappelle aussi une proposition dont je ne sais pas si elle est aujourd'hui prise en compte par les acteurs industriels locaux, qui est une convention issue de la Convention citoyenne rouennaise, qui est une proposition issue de la Convention citoyenne rouennaise, et qui est de renforcer les mécanismes de filtrage des usines, donc de filtrage de l'air des usines sur notre territoire, parce qu'on sait que leur activité génère aussi beaucoup de pollution. Donc qu'en est-il aussi de ce sujet dans les liens que vous pouvez avoir avec les industries du territoire en tant que vice-présidente en charge des risques industriels également?